Bien, bonjour chers amis et bienvenue sur le site du professeur Al-Hassil Haji. Donc cette deuxième vidéo sur les ondes, donc c'est la suite de la première qui a été destinée aux ondes mécaniques, en particulier le problème des ondes liées à la corde vibrante et des ondes mécaniques à la surface de l'eau. Bon, aujourd'hui on va entamer un autre chapitre, ou bien une autre partie de ce chapitre qu'on appelle les ondes sonores. Bien, donc on va voir qu'est-ce que c'est que les ondes sonores, comment ils sont créés les ondes sonores, quel est le domaine de fréquence des différents types des ondes sonores et quelques applications des ondes sonores. Et à la fin, bien sûr, on va faire un exercice ou deux d'application. Bien, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, essayez de vous abonner à la chaîne, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés tout au long de l'année. Bien, premier exemple d'application, avant de parler des ondes, on va parler d'une application extrêmement importante chez les animaux, en particulier les chauves-souris. Donc vous voyez, les chauves-souris ici utilisent une technique d'écolocalisation. L'écho, c'est le son émis par la chauve-souris, voilà un écho, un deuxième, un troisième. Par exemple, pour repérer les insectes, qu'est-ce qu'il fait le chauve-souris? Il va émettre une succession d'échos. Et l'écho, ou bien cette onde, une fois qu'arrive au niveau de l'insecte, il va être réfléchi, il va être capté par la chauve-souris. Donc il émet et elle reçoit le signal réfléchi par l'insecte. Et en mesurant le temps entre l'émission et la réception, il arrive à détecter la position de l'insecte. C'est ce qu'on appelle localisation. Il permet de localiser les insectes. Et c'est le même principe qu'elle utilise pour se déplacer dans la nuit. Donc pour savoir les obstacles, il détecte les obstacles par la mesure du temps entre l'émission et la réception. Quelques autres informations sur les ondes sonores. Sachez que la voix humaine a la fréquence moyenne, elle est comprise entre 125 et disons 300 Hz, tandis que la chauve-souris génère des ondes comprises entre 15 000 et 150 000 Hz, donc des très hautes fréquences. Donc ça permet de détecter des objets très très faibles, parce que rappelez-vous, la fréquence elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. L'écolocalisation de certaines espèces permet aussi de distinguer, par exemple, chauve-souris, il arrive à distinguer un cheveu humain, c'est un cheveu, vous voyez bien la taille d'un cheveu, à une distance de 10 mètres. Autre application, toujours, donc voyez un peu le principe pour détecter un objet fixe. Donc il est très simple, il envoie un écho et il reçoit l'écho réfléchi, et en mesurant le temps, il arrive à détecter la distance entre la distance de l'objet. Mais plus que ça, les chauves-souris utilisent un principe de radar depuis 10 millions d'années. Le principe est le suivant, il permet même de savoir si un insecte est en mouvement. Donc vous voyez bien là, c'est un objet qui est fixe, mais si l'insecte est en mouvement, l'écho réfléchi n'a pas la même fréquence que l'écho émis. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et grâce à la mesure de la fréquence du signal reçu par la chauve-souris, il arrive à détecter si l'insecte s'éloigne ou se rapproche d'elle. Et ça, c'est le principe qui a été détecté ou bien qui a été inventé par l'homme uniquement dans les années 50 et qui est utilisé dans les sonars et les radars. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une onde sonore? Donc, une onde sonore, c'est tout simplement une onde mécanique de nature longitudinale. Elle est produite par quoi? Le son, il est produit par la vibration des molécules d'air. Donc, si on fait vibrer les molécules d'air, par exemple un microphone, ou bien si vous parlez vous-même, donc vous créez une variation de la pression de l'air et cette variation se déplace de façon longitudinale. Donc exactement de la même manière qu'une onde qui se déplace suivant un ressort. Donc on comprime le ressort au début et cette compression va se déplacer suivant la direction du ressort. C'est pourquoi on l'appelle longitudinale.
Donc vous avez une analogie parfaite. On crée une surpression dans l'air et cette surpression va se déplacer le long de l'air avec bien sûr une vitesse V. Donc une onde sonore, il n'a rien de spécial, c'est une onde mécanique longitudinale. Donc toutes les propriétés que nous avons vues dans le chapitre 1, elles sont valables pour les ondes sonores. C'est-à-dire l'expression de la vitesse, la longueur d'onde, la période, la relation entre la fréquence et la longueur d'onde. Toutes ces propriétés sont valables pour les ondes sonores. Donc les ondes sonores, voilà, ils ont exactement les mêmes caractéristiques que les autres ondes longitudinales. Donc voilà la variation de la pression de l'air. Donc on crée ici une compression de l'air et là vous avez une expansion. Donc pression haute, pression faible et cette alternance, on peut la modéliser par un signal, une onde sinusoïdale. Donc on peut définir l'amplitude, on peut définir la longueur d'onde, on peut définir toutes les propriétés d'une onde mécanique classique. Donc la vitesse du son, bien sûr, dans l'air va dépendre de plusieurs paramètres. Puisque c'est une variation de pression, donc obligatoirement, la vitesse va dépendre de la pression et également de la température, mais aussi de la densité, c'est-à-dire combien de molécules présentes dans l'air. Et bien sûr, plus vous avez de molécules, la densité de molécules est importante, plus la vitesse va augmenter. Et c'est pourquoi, pour les ondes sonores, leur vitesse dans un solide elle est très supérieure à leur vitesse dans un liquide et très supérieure à leur vitesse dans un gaz. Pourquoi? Parce que dans un solide, les molécules sont très proches et donc la déformation va se déplacer, va se propager d'une molécule à l'autre de façon très rapide. Bien, maintenant, quels sont les différents types des ondes sonores? Vous allez voir dans ce chapitre, souvent vous allez entendre son, ultrason, infrason. Donc, ce sont tous des ondes de même nature, ils changent juste par le domaine de fréquence. Donc, j'ai dit tout à l'heure, et ça il faut bien le retenir, le son audible par l'homme se situe dans le domaine, pardon, ici, entre 20 Hz et 20 kHz. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le son audible. Au-delà, c'est-à-dire pour des fréquences supérieures à 20 kHz, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Donc, des très faibles longueurs d'onde. Et pour les fréquences inférieures à 20 Hz, c'est ce qu'on appelle les infrasons, donc des très grandes longueurs d'onde. Et on va voir par exemple que les éléphants utilisent les infrasons, alors qu'en échographie, bien sûr, il faut utiliser les ultrasons parce qu'on a besoin de détecter des objets très petits. Donc sachez toujours que la fréquence, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc voilà le spectre des quelques ondes sonores classiques. Donc les infrasons, c'est surtout utilisé par les éléphants. Donc le spectre audible par l'homme entre 20 Hz et 20 kHz. Les chiens et les chats utilisent entre 20 et 40 kHz. Les chauves-souris, c'est plutôt vers les 160 kHz et ainsi de suite. Bien, donc le milieu matériel maintenant est comment se propagent les ultrasons dans l'air. Donc comme je dis tout à l'heure, ils peuvent se propager bien sûr dans tous les milieux, l'air, liquide ou dans un solide. Et sont dus à, voilà le modèle de la perturbation créée, par exemple un microphone, il va créer une zone de surpression. Cette zone de surpression, c'est elle qui va se déplacer et non pas l'air. Donc c'est comme il a les mêmes propriétés que les ondes mécaniques, c'est une propagation de l'énergie et pas de propagation de la matière. Et c'est une onde longitudinale. Donc c'est une onde mécanique longitudinale, ni plus ni moins. C'est juste ce qu'il faut comprendre, comment elle est créée, et je vous montre une vidéo d'animation dans le transparent suivant. Donc on crée une surpression, et c'est comme une compression d'un ressort. Et cette compression va se déplacer le long du ressort. Bien, donc voilà, une membrane d'un haut-parleur par exemple va modifier localement la pression de l'air, et cette modification va se déplacer de proche en proche. Voilà un chiffre qu'il faut retenir, la célérité du son dans l'air, vous allez retrouver toujours dans les exercices, bien sûr c'est à température ambiante, c'est 340 mètres par seconde.
Cette vitesse, bien sûr, peut changer avec la température, avec la pression et avec la densité. Et par exemple, dans l'eau douce, elle est de 1430 mètres par seconde. Dans l'acier, qui est un métal, qui est solide, vous voyez, il devient très très grande, 5700 mètres par seconde. Bien, donc voilà une petite animation qui vous montre le mode de propagation d'une onde sonore, soit par une seule impulsion ou bien par une vibration sinusoïdale d'un haut-parleur. Donc si je vois une seule impulsion, vous voyez bien cette surpression qui se déplace. D'accord? Donc je reprends, voilà, on crée une surpression et vous voyez bien que les molécules de l'air restent à leur place. C'est l'énergie qui se propage. La matière ne se propage pas. Donc c'est la même propriété. Donc c'est une onde mécanique longitudinale. Le son peut être également soit un pulse, juste une perturbation qui se propage, c'est ce qu'on vient de voir. Donc juste un écho, on peut le représenter par un écho, ou bien un pulse qui se propage, ou bien par une variation sinusoïdale. Vous voyez, donc une oscillation qui peut être sinusoïdale. Donc voilà un peu comment se propage le son dans un milieu matériel. Bien, maintenant souvent dans les exercices des ondes sonores, vous avez en général deux types de cas. Un premier cas, vous avez un émetteur d'ondes sonores, et ensuite le récepteur est placé dans une position différente de l'émetteur. Et la distance entre les deux, c'est petit d. Bien sûr, maintenant, vous avez tout simplement la vitesse de l'onde sonore, c'est la distance sur le temps mis par l'onde entre l'émetteur et le récepteur. Ça, c'est exactement la même chose que les ondes mécaniques. Souvent, dans les ondes sonores, on utilise un émetteur et un récepteur à la même position. C'est le cas, par exemple, de l'échauffe-souris, c'est le cas de l'échographie. Donc la sonde échographie, c'est elle qui émet et c'est la même sonde qui reçoit. Donc l'émetteur et le récepteur sont à la même position. Donc voilà l'objet étudié, voilà l'objet qui va réfléchir l'onde sonore. Donc l'émetteur va envoyer une onde, il va arriver au niveau de l'objet, il va être réfléchi. Donc vous voyez bien que le temps, la distance parcourue par l'onde entre l'émetteur et le récepteur n'est plus égale à d, mais 2 fois d. d pendant l'aller et d, la même distance pendant le retour. Et dans ce cas-là, c'est le cas aussi des sonars, on va voir l'application. Et dans ce cas, vous avez la vitesse, c'est 2d sur delta t. Donc imaginez ici un bateau qui va essayer de mesurer par exemple la profondeur de la mer. Vous avez un émetteur qui va envoyer une onde sonore qui va être réfléchie par le fond marin, et mesurant le temps entre l'émission et la réception, on peut par exemple mesurer la profondeur du fond marin. Bien sûr, on suppose que l'émetteur et le récepteur sont à la même perpendiculaire. D'accord ? Voilà, donc vous voyez un peu la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Donc si l'émetteur et les récepteurs sont à la même position, faites très attention, la distance parcourue par l'onde entre le moment de l'émission et le moment de la réception, c'est 2 fois d. Voilà un exemple d'onde sonore. Je pense tout le monde, surtout ceux qui ont vécu dans la campagne, dans leur enfance, s'amusent pour parler près de la montagne et ils entendent l'écho, c'est-à-dire la réflexion de leurs paroles un instant plus tard. Et normalement, en mesurant ce décalage, on peut détecter exactement la distance entre vous et la montagne. Et cette distance, vous écrivez tout simplement la vitesse du son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde, est égale à 2d divisé par delta t. Et ça va vous donner une idée pour mesurer la distance entre vous et la montagne. Bien, quelques propriétés des ondes sonores. Donc c'est une onde progressive périodique. C'est une onde qui nécessite un milieu matériel obligatoirement, comme les ondes mécaniques. Et par conséquent, il ne peut pas se propager dans le vide. Et bien sûr, il transporte l'énergie et pas de transport de la matière. Donc rien de spécial, toutes ces propriétés sont les mêmes que les propriétés mécaniques. La seule différence, les ondes sonores sont uniquement longitudinales.
Donc pour mesurer la célérité d'une onde sonore, voilà un moyen, un exemple qui permet de mesurer par exemple la vitesse de l'onde sonore. On va mettre ici un haut-parleur par exemple, ou bien un haut-parleur pardon, et on va placer deux microphones qui sont séparés par une distance d. On va les lier à un oscilloscope et on va détecter le signal reçu par le premier microphone et le signal reçu par le deuxième microphone. Bien sûr, sur la voie A, c'est le signal reçu par le microphone A, parce que c'est lui qui est plus proche de la source, et le signal au point P, c'est le signal reçu par le microphone au point B. Vous voyez, c'est un signal très compliqué, mais qu'on peut développer en plusieurs signaux sinusoïdales. Mais souvent dans les exercices, on considère ça comme une perturbation, donc un ébranlement. Peu importe, il ne faut pas s'attacher beaucoup d'importance pour le moment à la forme, parce que l'onde sonore souvent n'est pas un son qui est pur. Bien, donc comment détecter la vitesse de propagation de cette onde? Il suffit de prendre par exemple le temps entre le front d'onde du signal reçu par le microphone 1 et le signal reçu par le microphone 2. Ou bien entre le début, c'est la même chose, entre le début de l'onde reçue par le microphone A et le début de l'onde reçue par l'entrée B. Ou bien entre la fin, c'est la même chose. Vous avez le même décalage, delta T, entre les deux débuts, ou bien entre les deux fins. Donc, connaissant delta T, connaissant la vitesse de propagation du son dans l'air, on peut déterminer bien sûr la vitesse par D sur delta T. Bon, voilà un autre exemple. Bon, je l'ai introduit tout simplement pour introduire ce mot, une salve d'ultrasons, ce qu'on appelle, vous allez voir beaucoup d'exercices, surtout ceux qui font allusion à chauve-souris, aux animaux tout simplement. Donc les ultrasons correspondent à un son de fréquence supérieure. Comme on a dit, les ultrasons, ce sont les fréquences, les ondes sonores dont la fréquence est supérieure à 20 kHz. Donc on ne peut pas les entendre, l'humain ne peut pas les entendre. Donc c'est pourquoi quand vous voyez des chauves-souris à côté de vous, vous n'entendez rien. Pourtant, les chauves-souris émettent un son. Bien. Et également en échographie. Quand vous êtes chez le médecin, lorsqu'il vous fait une échographie, il émet des ondes sonores, mais qui sont inaudibles. Bien. Voilà ce qu'on appelle une salve d'ultrasons. C'est une succession de perturbations. Chaque perturbation, c'est ce qu'on appelle une salve. Et faites attention, la distinction entre la période des salves et la période du signal ultrason lui-même. Donc voilà la période du signal ultrason. Et pour mesurer la période du signal ultrason, on mesure par exemple combien 80 périodes et on divise par 80. Et ça c'est la période du salve. D'accord? Donc maintenant on peut mesurer la période ou bien la vitesse de cette onde, de cet ultrason. Qu'est-ce qu'on fait? Même chose que tout à l'heure, on va faire un émetteur ici et deux récepteurs qui sont situés à une distance d. Donc voilà, on va envoyer par exemple l'émetteur sur la voie A de l'oscilloscope et ici la voie B, la réception, la voie A, pardon, la réception, le récepteur 1, on va l'envoyer vers la voie A d'un oscilloscope et le récepteur 2 dans la voie B de l'oscilloscope. Et en mesurant le décalage temporel entre le signal reçu par la voie A et le signal reçu par la voie B, taux, vous avez bien sûr la vitesse, c'est la distance sur temps. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. La seule différence ici, j'ai introduit cette notion de salve d'ultrasons pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce terme-là. Donc c'est juste un type d'onde sonore émis par certains animaux, comme par exemple les chauves-souris. Donc ils émettent une succession de signaux et une partie du signal qui se répète, c'est ce qu'on appelle une salve. Bien, voilà une première application des ondes sonores. C'est par exemple comment mesurer l'épaisseur E et le diamètre d'un tube cylindrique. Voilà un tube cylindrique très petit, on veut mesurer son épaisseur avec exactitude par l'application des ondes sonores. Donc ça peut être exactement, c'est le même principe de l'échographie. Imaginez ici vous avez l'iris de votre œil et le médecin veut mesurer le diamètre de l'iris. C'est exactement le même principe.
Donc ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer une onde vers ce cylindre, ça peut être votre œil, et vous allez voir chaque fois que l'onde va rencontrer un milieu matériel différent, une partie va être transmise, une partie va être réfléchie. Donc vous avez une première réflexion sur cette surface, ensuite une partie de l'onde va traverser le milieu 1, il va être réfléchi sur la partie 2, et une partie de l'onde va traverser le milieu 2, il va être réfléchi par le milieu 3. Et une autre va être réfléchie par le milieu 4 et ainsi de suite. Donc si on veut mesurer ce diamètre-là, je vais essayer d'écrire, voilà, je veux mesurer ce diamètre, cette épaisseur-là, E. Voilà ce que je mesure sur l'oscilloscope par exemple. Je mesure, donc ça c'est le temps de l'émission de la source, P1 c'est la réception, le temps, le signal reçu par la réflexion à la surface 1, P2 c'est le signal reçu par la réflexion à la surface 2. Donc là il faut faire attention. Ce delta T correspond à quoi? Delta T entre le signal reçu par la surface, le signal réfléchi par la surface 1 et le signal réfléchi par la surface 2. Donc ce signal ou bien cette onde sonore il va venir, il va frapper sur surface, il va revenir. Donc celle-là, il va venir, il va traverser ce milieu, il va être réfléchi. Donc quelle est la distance supplémentaire parcourue par cette onde par rapport à celle-là? C'est cette distance-là, c'est un aller et retour. Voilà, c'est tout. Sinon entre là et là, c'est les mêmes distances. Donc ce décalage temporaire, delta T1, c'est lié au temps mis par l'onde pour faire un aller et retour. Voilà. Et donc, delta T1 est égal à combien? Est égal à 2 fois cette distance, 2 fois E. La vitesse, pardon, est égale à 2 fois E sur delta T1. On connaît la vitesse de l'onde sonore. On connaît delta T1 d'après l'oscilloscope. Donc, je peux déterminer l'épaisseur. Maintenant, pour déterminer cette distance-là que j'appelle petit d, je vais mesurer le delta T entre le signal P2 et le signal P3. P2, c'est l'onde réfléchie sur cette surface. P3, c'est l'onde réfléchie sur cette surface. Donc, de la même manière, quelle est la distance supplémentaire parcourue par l'onde P3? Donc, vous voyez P2, l'onde arrive jusqu'à cette surface-là, elle va être réfléchie. Donc, par contre, P3, il arrive jusqu'à là comme l'onde 2, il va faire en plus un aller jusqu'à cette surface-là et il va revenir. Ensuite, il va continuer son chemin comme l'onde 2. Donc, la distance supplémentaire parcourue par le signal P3, c'est 2 fois D. Donc, de la même manière, ce delta T va être égal à 2D. La vitesse est égale à 2D sur delta T. Et la même chose, connaissant la vitesse, connaissant le delta T, on peut le lire d'après la courbe, je peux déterminer le diamètre. Donc, on va voir ça en détail sur un exercice d'application tout à l'heure. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques périodiques se propageant grâce à une surpression dans un milieu matériel. Par définition, une onde sonore ne peut se propager que dans un milieu matériel puisque la pression est une grandeur physique liée à la matière. Donc, le son ne peut pas se propager dans le vide. Ensuite, les ondes sonores se propagent dans les 3 dimensions de l'espace. Quand vous entendez, quand vous parlez, tout le monde qui vous entoure vous entend. Chaque point vibre longitudinalement dans la direction de propagation du signal. C'est-à-dire, vous avez des ondes longitudinales dans les 3 dimensions, dans toutes les dimensions. Donc, dans l'air, bien sûr, à température ambiante, la vitesse c'est à peu près 340 mètres par seconde. Et tout comme la lumière, tout comme les ondes mécaniques, les ondes sonores ont aussi les mêmes propriétés, c'est-à-dire ils ont les propriétés de la réflexion et de la réfraction. Hein? Donc, on va voir, définir qu'est-ce que c'est qu'une réflexion d'onde, une réfraction d'onde, dans le chapitre suivant, quand on va parler des ondes lumineuses. Mais et également la diffraction. Hein? On peut ajouter aussi diffraction. Et ces propriétés de réflexion, de réfraction et diffraction, ils sont valables pour tous les types d'ondes, que ce soit ondes sonores, ondes mécaniques ou bien ondes lumineuses. Bien.
Maintenant, on va faire une petite application sur le corrigé du baccalauréat 2018, session normale. Donc voilà l'énoncé. Donc on veut déterminer la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide, en particulier dans le pétrole. Donc pour déterminer la vitesse de propagation des ultrasons dans le pétrole, on va faire l'expérience suivante. Dans une cuve contenant le pétrole, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs, E1 et 2, qui sont reliés à un générateur. À l'instant T0, les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore. Une se propage dans l'air, l'autre se propage dans le pétrole. À l'extrémité de la cuve, on met deux récepteurs. D'accord? Et on va visualiser sur l'écran le signal reçu par les deux récepteurs. Donc vous allez mieux comprendre ceci par le schéma dans la page suivante. On voit dans les deux ondes parcourent la même distance, c'est la distance du cuve. On voit dans la vitesse des ultrasons dans l'air, la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. Donc voilà le principe. Donc voilà un GBF, on va mettre deux émetteurs et un qui va émettre dans le pétrole, l'autre qui va émettre dans l'air. Et vous avez deux récepteurs qui sont exactement à la même position. Celui-là va recevoir l'onde émise par l'émetteur et qui a traversé le pétrole. Le R1 va recevoir l'onde émise par cet émetteur qui a la même position que l'émetteur 2 et qui a traversé l'air. Donc vous voyez, ce qui change, c'est le milieu de propagation. Sinon, la distance parcourue, elle est la même. Et voilà les deux signaux détectés en voie A et voie B. Je pense que la question, elle est claire. Bien, voilà les questions. Vous allez voir, les questions, surtout au baccalauréat, sont beaucoup plus simples. Donc, les ondes ultrasonores sont-ils longitudinales ou transversales? Justifié. En exploitant cette figure-là, déterminer la valeur du retard temporel entre les deux ondes. Décalage temporel entre ce signal et celui-là. Et montrer que tau est donné par cette relation. C'est la longueur, ici c'est la vitesse de l'air, ici c'est la vitesse dans le pétrole. Et enfin, trouver la valeur approchée de la vitesse des ondes ultrasons dans le pétrole. Donc voilà, bloquez la vidéo, essayez de faire votre propre solution et on va suivre le corrigé. Bien. Bon, les ultrasons, bien sûr, sont des ondes longitudinales, car on a dit la déformation, qui est la variation de la pression, est toujours parallèle à la direction de propagation. Bien. Maintenant, le retard temporel. Il suffit de repérer le début du pulse, ou bien du signal reçu par la voie B, et le début du signal reçu par la voie A. Vous voyez bien que la voie B, c'est la première qui va recevoir le signal. Ça veut dire que la vitesse, vous pouvez déjà déduire que la vitesse de l'onde dans le pétrole va être supérieur à la vitesse de l'onde dans l'air, ce qui est attendu, d'accord, parce que le pétrole c'est un liquide et on a dit que la vitesse des ondes sonores dans le liquide sont supérieures à la vitesse des ondes sonores dans l'air. Donc ce décalage c'est combien? C'est 2 carats. N'oubliez pas, dans un oscilloscope on utilise ce qu'on appelle la sensibilité horizontale. Ça signifie quoi? Ça signifie 1 carreau correspond à combien de secondes ou bien de millisecondes. Bien. Maintenant, le retard temporel de division, soit 4 millisecondes, parce qu'on a dit chaque carreau correspond à 2 millisecondes. Bien, maintenant on veut exprimer tau, on veut déterminer la formule qu'on vous donne. Rien de plus simple, il suffit de définir c'est quoi la vitesse dans l'air, c'est la distance sur le temps, la vitesse dans le pétrole, c'est la distance, et le temps, on va le noter T2. Et bien sûr, tau, c'est T1, T1 moins T2, hein, d'accord, temps. T1, c'est le temps mis par l'onde dans l'air, donc c'est le temps le plus grand, et T2, c'est le temps mis par l'onde dans le pétrole. Et donc, tau, n'oubliez pas ici, il faut écrire T1 moins T2, et non pas T2 moins T1. Je répète pourquoi. Parce que dans l'air, la vitesse elle est plus faible. Donc, l'onde va mettre dans l'air un temps beaucoup plus long, plus grand que le temps dans le pétrole. Donc, tau, c'est T1 moins T2. Bon, il suffit de terminer T1 ici, dit T2 ici, remplacer dans cette expression, et vous avez bien sûr, voilà, donc tau c'est T1 moins T2, je factorise par L, et je trouve la formule qu'on me demande. Après, il faut faire l'application numérique, vous connaissez le V de l'air, vous connaissez la longueur, on peut déterminer la vitesse dans le pétrole, c'est égal, bon, je vous laisse le soin de faire le petit calcul, donc tau sur L est égal à 1 sur VR, ensuite, vous mettez 1 sur VP de l'autre côté. Bon, je pense que tout le monde
doit être capable, il faut être capable de passer de la à la facilement. Là c'est du maths. Faites l'application numérique et vous allez trouver une vitesse bien sûr beaucoup plus grande que la vitesse dans l'air qui est 1303 mètres par seconde. Bien, je pense que je vais m'arrêter. Allez, je vais faire encore ce petit exercice et je vous laisse les exercices pour une autre vidéo. Donc là, on dispose d'un tuyau de canalisation de cuivre de longueur 375 mètres. Une personne située à l'une des extrémités frappe un coup à l'aide d'un marteau. Donc elle fait un coup. Une seconde personne située à l'autre extrémité du tuyau perçoit deux coups. Il va entendre deux sons qui sont distants d'une durée qui est taux égal à une seconde. Donc on vous demande de déterminer la célérité du son dans le cuivre. On remplace le tuyau de cuivre par un tuyau d'aluminium de même longueur. Comment évolue le décalage temporaire reçu, temporel des deux coups reçus par la personne B? Est-ce qu'il va être le même, plus petit, plus grand? Donc ça, c'est le type QCM concours. Bon, je vous explique l'énoncé. Donc voilà un tuyau de cuivre. Ici, vous avez une personne. Et là, quelqu'un qui va créer un coup. Hop, ou bien il va juste parler, il va dire « Ah ». La personne qui est ici va entendre deux sons différents qui sont décalés par un taux égal à une seconde. Et grâce à ça, vous devrez être capable de calculer la célérité du son dans le cuivre. Ça vous paraît difficile? Il suffit juste de réfléchir que la vitesse dépend du milieu de propagation. Voilà un indice. Et répondre à la question suivante: pourquoi la personne va entendre deux coups alors que la personne qui est de l'autre extrémité a frappé une seule fois? Donc ici, la personne qui est là a frappé un seul coup, et là, il va entendre deux coups qui sont décalés d'une seconde. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le bruit ou bien le son qui a été créé ici va se propager dans deux milieux différents. Il va se propager dans le métal de cuivre, mais bien sûr, autour du cuivre, il y a de l'air, il va se propager dans l'air aussi. Et comme la vitesse dans le cuivre et dans l'air n'est pas la même, la personne qui est ici va entendre deux coups. Donc la vitesse dans l'air, c'est la distance parcourue par l'onde divisée par le temps mis par l'onde dans l'air, et la vitesse dans le cuivre, c'est la même longueur, mais le temps mis par l'onde dans le cuivre. Et comme la vitesse du cuivre est supérieure à la vitesse de l'air, taux, c'est TR moins T cuivre. Et on factorise, et on mesure taux, c'est une seconde, on connaît la longueur, on connaît la vitesse de l'air, donc on peut déterminer la vitesse dans le cuivre. Donc voilà, je vous laisse faire le petit calcul, et vous allez déterminer la vitesse dans le cuivre et chercher la bonne réponse. Bien. Maintenant, est-ce que taux va augmenter ou va diminuer si on remplace le cuivre par l'aluminium? Qui veut dire, si on vous dit un milieu plus rigide, ça veut dire plus dense. Donc la vitesse dans l'aluminium va être plus grande que la vitesse dans le cuivre. Bien. Donc vous avez le cuivre, voilà le signal dans l'aluminium, puisqu'il est plus dense que dans le cuivre, la vitesse dans l'aluminium va être plus grande que la vitesse dans le cuivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps mis par l'onde dans l'aluminium, il est plus court que le temps mis par l'onde dans le cuivre, qui est encore lui-même plus court que le temps mis par l'onde dans l'air. Voilà, c'est le premier signal reçu, c'est celui qui a traversé l'aluminium, suivi du signal reçu par le cuivre. Donc le décalage, est-ce qu'il va augmenter ou il va diminuer entre ce signal et le signal dans l'air, et ce signal et le signal dans le cuivre et le signal dans l'air? Bien sûr, le décalage va augmenter. Voilà, le décalage va augmenter. Donc voilà pour ce chapitre sur les ondes sonores. Je pense que vous avez largement de quoi aborder les exercices. Et bien sûr, vous avez toute une série complète que je vais mettre sur la chaîne très bientôt. J'attends toujours vos commentaires, ils sont les bienvenus. Abonnez-vous à la chaîne, et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et à très bientôt.